Le plus vieux bateau du monde date d'il y a 9000 ans. Il est bien sûr à rame et Cocorico, il est français. Il a été découvert à Nandy, près de Paris. Tahiti, toujours en France, a été peuplé il y a 3000 ans, probablement grâce à l'usage de voiles sur des pirogues. En 1822, le moteur à vapeur, alimenté au charbon, monte à bord d'un navire. Et en 1912, le premier navire océanique équipé d'un moteur diesel prend la mer. Il y a seulement 112 ans. Il est donc légitime de se projeter au-delà de la phase d'utilisation du carburant fossile, qui correspond à 2 petits pourcents de la période de navigation de l'humanité. Bien sûr, on peut faire mieux, surtout vu l'impact écologique et la dépendance énergétique que l'usage massif d'un pétrole peu cher entraîne. Alors déjà, comment calcule-t-on les émissions sur un navire? Eh bien, on se base sur l'intensité carbone du carburant qui est utilisé à bord de ce navire. Par exemple, chaque tonne de diesel marin, le MDO, qui va être brûlé sur le navire, émet 3,206 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. On a donc des indicateurs, comme le Carbon Intensity Indicator, le CII, qui permettent de pousser les acteurs du maritime à réduire chaque année l'intensité carbone du transport pour rester en conformité avec la réglementation. Soit on utilise un carburant avec une plus faible intensité, soit on utilise moins de carburant pour faire le même service. Bien sûr, si on va être exhaustif, et l'Union européenne souhaite l'être dans sa réglementation, le carburant, il a lui-même un cycle de vie. D'abord, il y a bien sûr les émissions qui vont être générées par la production et le transport du combustible, avant même son usage sur mon navire. Ça, on appelle ça le well to tank, donc du puits de pétrole à la soute de mon navire. Parce qu'il va falloir aller chercher ce combustible, bien sûr. Parfois, c'est facile, parfois, il faut fracturer de la roche, parfois, il faut aller creuser au fond des océans. Le pétrole offshore, ça représente 30% du pétrole produit aujourd'hui. Donc tout ça, ça nécessite une logistique qui est très importante. Et le produit obtenu, il n'est pas utilisable tout de suite, bien sûr, il va falloir le transformer. En 2018, 946 raffineries produisaient 98 millions de barils par jour, avec des émissions de 1,242 milliard de tonnes de CO2. C'est pas rien. Il faut le transporter, ce pétrole, ce qui passe massivement par la voie maritime. Le transport maritime, dans son ensemble, il va absorber 7% du pétrole produit, notamment pour transporter du pétrole, qui représente 30% du volume du commerce maritime mondial. Donc là, on a l'impact du puits à la soute du navire. Et puis, bien sûr, il va y avoir l'impact lors de la combustion pour faire avancer le navire. On appelle ça le tank to wake, de la soute à combustible au sillage du navire. Là, le moteur marin, il est très très efficace. Donc le transport maritime va pouvoir être très efficace en général. Je vais illustrer ce point en empruntant quelques éléments de référence à un collègue de Centrale Nantes. Prenons un porte-conteneurs classique qui transporte 20 000 conteneurs. Si nous les mettons tous les uns derrière les autres, 20 000 conteneurs, nous pouvons aller de l'université de Rennes à la plage à Saint-Malo et revenir. C'est un seul navire qui transporte tout cela. Ce navire, il avance à 35 km/h grâce à un moteur de 100 000 chevaux. Un moteur de 100 000 chevaux, c'est 13 mètres de haut, 26 mètres de long, c'est un immeuble. Et bien sûr, on peut même rentrer dedans. On peut comparer la puissance de ce navire à 1600 Twingo. Mais comme la combustion dans le moteur de notre navire est 2 fois plus efficace que dans une Twingo, si on compare la consommation et donc les émissions de gaz à effet de serre, on est plutôt à 800 Twingo. Ça nous donne l'équivalent d'une Twingo qui tracte 12 conteneurs chargés. En termes d'émissions, le transport maritime il permet de déplacer 1 tonne de marchandises sur 1 kilomètre en émettant 13 grammes de CO2. Le train, c'est 26 grammes de CO2 parce que oui, les trains marchandises ils roulent au diesel aujourd'hui. Le transport routier est à 94 grammes et l'avion à 574 grammes de CO2 pour transporter 1 tonne de marchandises sur 1 kilomètre. Donc le commerce maritime, il est à la fois l'outil principal, l'héritage et le futur des échanges entre les peuples. Mais est-ce qu'on doit se satisfaire de ses performances? Non, bien sûr. Malgré son efficacité redoutable, le transport maritime il représente 3% des émissions à l'échelle mondiale, soit autant que l'aviation, et 16% à l'échelle européenne. Les chargeurs veulent moins de carbone, la société veut moins de carbone. Donc ça se traduit à la fois par un marché de l'affrètement des navires durables qui va émerger et un arsenal réglementaire qui se densifie au niveau européen et au niveau international. Alors, il y a des solutions qui existent pour répondre à ces injonctions, mais on a de grands enjeux technologiques et systémiques qui se passent sur la route. L'utilisation du carburant alternatif, c'est déjà possible. Je parle de méthanol, d'ammoniac, d'hydrogène ou même de batterie. Mais comme pour la voiture électrique qui est née il y a 200 ans, l'adoption de nouveaux moyens de propulsion, elle n'est pas liée uniquement à la faisabilité technique à bord.
va nécessiter surtout une nouvelle infrastructure à l'échelle du système. Il faut des filières de production, des hubs de soudage, du personnel formé, et tout ça dans le monde entier avec les mêmes standards. C'est un challenge de titan. Pour commencer, des corridors verts, ils peuvent être ouverts entre les grands hubs pour créer, à la manière d'autoroutes, ponctuées de superchargeurs, des axes de transport durables. En complément de cet usage contemporain des navires sur nos routes maritimes, une autre solution est la limitation de l'usage des hubs de transbordement qui centralisent les flux avant de redistribuer vers plein de petits ports. Cette pratique, elle favorise des économies d'échelle, mais elle implique aussi de rebrousser parfois chemin, et donc implique une perte de temps. Aller directement à destination avec une offre de capacité adaptée permet aussi de faire évoluer le rythme des voyages, d'impliquer les populations locales qui vont pouvoir intégrer les équipages, de créer des liens avec les tissus de PME de la région. Cette solution, elle peut être peut-être plus adaptée pour tout l'écosystème de ports secondaires. Et quel bénéfice si nous perdons les économies d'échelle et que nous faisons reposer la charge du transport maritime sur des compagnies qui sont plus petites, opérant de plus petits navires, avec donc moins de capacité d'investissement dans des énergies alternatives? Là, j'ai deux réponses. Un, nous avons gagné du temps, puisque la route, elle est directe et le temps, c'est de l'argent. Et deux, au-delà du service de transport, l'intégration du maritime dans l'écosystème local va générer de la valeur. Avec du temps et plus de valeur créée, on peut innover, investir dans des navires qui vont être plus efficaces, comme avec des systèmes de propulsion vélique nouvelle génération. En France, c'est ce que proposent Wincoop, Neoline, Vela, Alizé, ICO. Ils n'ont pas choisi de décharger leurs marchandises à Rotterdam, parce qu'il y a un marché et il y a du potentiel ailleurs pour un business model qui va être disruptif. Alors, est-ce que le Vélix est plus efficace? Mais oui, bien sûr. Il y a 100 designs d'ailes, de voiles, de cailles, de rotors différents, une diversité de lignes maritimes, d'opérations, de navires qui vont avoir des problématiques particulières. Que ce soit un moyen de propulsion principal ou avec un moyen de propulsion secondaire, le vent, il est gratuit et il est fiable. Parce qu'on est en 2024 et on sait prédire le temps qu'il va faire demain. On a la chance d'avoir un écosystème vélique particulièrement structuré et innovant en France. Comme on a une filière de l'hydrogène qui cultive ses compétences depuis des décennies. On a des systèmes de protection de carène, des systèmes de bulles pour lubrifier les œuvres vives, des systèmes de pare-brise pour favoriser la pénétration dans l'air, des œuvres mortes. L'ajout ou le retrait de bulles pour créer la vague d'étrave optimale. On a l'injection de combustible cylindre par cylindre, on a l'additif dans des combustibles, la récupération de chaleur, enfin bref, une multitude de solutions matérielles, tangibles, rassurantes, vont continuer à mûrir encore ces prochaines années pour atteindre l'échelle nécessaire pour couvrir nos besoins. Mais l'immatériel est également un élément qui va être essentiel à cette transition. La révolution environnementale du maritime, elle ne peut pas se faire sans révolution digitale. 85% des navires dans le monde archivent leurs opérations sur du papier. Or, on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. À l'heure du big data, où l'intelligence artificielle elle est nourrie par des trilliards de nos données personnelles, il est essentiel de déverser les données opérationnelles du maritime dans le monde numérique afin de bénéficier de la puissance des algorithmes. Par le prisme de l'analyse, la donnée, elle nous raconte déjà une histoire qui est très précieuse. La consommation de carburant, elle peut être réduite de 15% sur certains navires en améliorant leur profil opérationnel. C'est ce que l'entreprise française Opsilog, dont j'ai l'honneur de diriger le pôle d'innovation, propose à ses clients dans 17 pays sans installer un seul système à bord, simplement en ajustant le comportement du navire après la lecture des déviations par rapport à un comportement idéal qui avait été calculé pour une situation donnée, on peut commencer à réduire ces précieux premiers pourcents. 15%, c'est un premier pas qui mérite d'être entrepris. Imaginez si nous y ajoutons la possibilité de comparaison et la prédiction des résultats de l'application de technologie verte. C'est un peu comme utiliser les pages jaunes pour trouver facilement une adresse et puis bientôt profiter du trajet optimal en fonction du trafic en temps réel sur Google Maps. Donc, la transformation digitale, c'est un élément essentiel à la décarbonation du monde maritime et de notre société en général. D'autant que la valeur de la donnée, elle s'accroît pour chaque partie prenante au fur et à mesure qu'elle est partagée et croisée avec d'autres sources d'informations. C'est la promesse d'un avenir positif économiquement et humainement, d'un impact global réduit et d'un rapport plus consensuel à l'océan. Je vous remercie.